Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindoki, nous vous parlons de cet homme qui a poignardé à mort son ex-compagne. Ça s'est passé hier dans le quartier de la Valentine à Marseille. Le colocataire de la victime a lui aussi été attaqué. Ils ont tous les deux succombé à leurs blessures. Et pour analyser avec nous ces histoires et répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de crimes et faits divers à la quotidienne sont aujourd'hui Maître Florence Rowe, avocate pénaliste, pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Inès Gauthier, psychologue, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, ce sera avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Michel est donc encore un bébé lorsque sa mère la viole avec un stylo bille et la suspend à la fenêtre de la maternité de Nancy. Elle n'a alors que 11 jours. Une infirmière lui sauve la vie, mais le cauchemar n'est pas terminé pour autant. Car après avoir été placé en famille d'accueil durant les 5 premières années de sa vie, Michel retourne finalement vivre chez sa mère biologique. Pourtant, sa mère est psychologiquement très instable. Et dès les retrouvailles, Michel comprend immédiatement que sa vie va être ponctuée de violence. La fillette est installée dans la cave de la maison où elle dort sur un tas de charbon. Cette pièce, lugubre et froide, s'avère finalement être un véritable havre de paix pour la jeune fille qui, au moins, n'y est pas torturée. Car dès qu'elle remonte à la surface, elle est victime de terribles sévices. D'abord attachée à une chaise et frappée avec un martinet, Michel est ensuite lacéré au couteau ou piqué avec une épingle à nourrice. Les cicatrices sont encore aujourd'hui inscrites dans sa chair. Personne ne viendra en aide à Michel. Son beau-père, sa petite sœur, mais aussi les voisins préfèrent fermer les yeux. Avant de recevoir Michel en direct sur ce plateau qui a accepté aujourd'hui de parler, retour sur son enfance baignée de terreur. Nous sommes à Nancy, en Lorraine. C'est ici que Michel voit le jour un 12 mai. La petite fille vient au monde dans un environnement particulier. Son père biologique est absent et sa mère, Georgette, est psychologiquement instable. Elle a déjà perdu la garde de ses 3 premiers enfants et ne semble pas prête à en élever un 4e. Alors que son bébé a seulement 11 jours, Georgette viole sa fille à la maternité à l'aide d'un stylo à billes. Puis, pour que le sang arrête de couler, elle se dirige vers la fenêtre et décide de suspendre son enfant dans le vide. Heureusement, une infirmière alertée par les cris du bébé intervient et l'empêche de tomber du 2e étage. Après cet événement, l'enfant est placé dans une famille d'accueil, tandis que Georgette est internée en hôpital psychiatrique. La petite Michel vit ensuite des années paisibles, entourée d'une famille aimante à Val et Châtillon. Les services de la DAS proposent alors à Georgette de signer un acte d'abandon, mais elle refuse. Et 5 ans plus tard, le cauchemar reprend pour Michel. Un jour de novembre, sa mère biologique, dont elle ignore l'existence, vient la chercher et la ramène chez elle. Georgette lui demande de l'appeler maman, mais Michel, déboussolé, lui répond « Madame ». Et elle se prend sa toute première gifle. La petite fille réalise alors que plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est le début d'un long calvaire qui va durer 11 ans. Michel n'a plus le droit de parler, de sourire ou même de pleurer. Elle est régulièrement battue à coups de martinet et de ceinturon. Parfois, elle doit même subir ces violences en étant attachée à une chaise. Et sa mère n'hésite pas à la frapper jusqu'à l'évanouissement. Un acharnement qui laisse souvent des traces sur le corps de la jeune fille. Pourtant, à l'extérieur, personne ne semble remarquer ou s'inquiéter de ce qu'elle subit. Et si les voisins entendent les cris et les coups, ils préfèrent fermer les yeux ou seulement demander à Georgette d'arrêter les nuisances sonores. C'est donc en toute impunité que la mère de famille continue de faire vivre l'horreur à sa propre fille. Et lorsque Michel
Âgée de 12 ans, à ses premières règles, les sévices sexuels commencent. Georgette la traite de salope, vérifie son vagin chaque mois pour constater sa virginité. Nue, l'adolescente est fouettée avec un ceinturon au niveau du sexe. Jour après jour, son calvaire ne fait qu'empirer. Un jour, sa mère la tire par les cheveux et l'emmène jusque dans la cave. Puis, elle l'enferme à clé. La jeune fille est frigorifiée et doit dormir sur un tas de charbon. Cette chambre de fortune lui sera réservée presque chaque nuit, jusqu'à son 16e anniversaire. Et finalement, cette pièce lugubre devient au fil du temps presque réconfortante pour l'adolescente, car elle sait que sa mère y vient peu. Elle trouve également du réconfort avec la venue des chats qui viennent lui tenir compagnie au fil des années. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Votre histoire fait partie de celles qui donnent des frissons quand on les écoute parce que on a du mal à imaginer que ça puisse exister. Oui, c'est même une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre si tard. Parce que j'avais peur qu'on ne me croie pas, alors que j'ai évidemment un dossier de la DAS énorme et très épais, et qui prouve tout ce que j'ai dit. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais quand vous regardez tout ça avec le recul aujourd'hui, Oui. à votre âge, Oui. vous dites quoi? J'ai pas eu de chance? Non, je ne me dis pas ça. Je vais vous étonner, je me dis merci maman. Parce que si elle ne m'avait pas réservé cette cave ignoble, qui était devenue un vrai refuge grâce à l'arrivée des chats qui, le premier jour, il y en a qu'un qui est venu et très vite il a appelé ses amis. Et ce sont les chats qui m'ont tant apporté, qui m'ont éduqué, qui léchaient mes blessures, qui m'ont fait rire alors que je n'avais pas d'occasion de rire du tout. Je n'aurais jamais connu le monde félin comme je l'ai connu puisque je ne parlais que chat. J'étais à peine humanisée à l'âge de 16 ans. Et je n'aurais jamais connu ce monde fabuleux. Et je n'aurais pas créé ensuite l'école Candide qui n'existe plus aujourd'hui en France avec des chats qui ont tant aidé les élèves que j'avais. Donc, pour moi, elle m'a fait découvrir le monde des félins et elle m'a permis, plus tard, de répandre le bonheur. Et vous voulez garder le positif, en fait. Je veux garder le positif. Vous avez dit quelque chose, là, en parlant, je vous ai écouté avec attention, et vous avez dit « merci maman ». Vous avez dit « maman ». Oui. Et beaucoup, hélas, des gens qu'on reçoit, des victimes dans cette émission, disent ma génitrice, la femme qui m'a mise au jour. Vous dites maman. Cette femme qui vous a fait autant de mal, vous l'appelez encore maman? Rarement, c'est vrai, vous avez raison. Dans mon livre, je parle de ma génitrice, de celle qui m'a mise au monde, de l'utérus qui m'a servi de terrain d'atterrissage. Mais dans ce cas précis, j'ai dit maman parce que si elle n'avait pas été aussi remplie de haine, je me serais sans doute suicidée comme la plupart de mes sœurs. Je ne serais pas vivante aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les chats. Donc, combien de sœurs se sont suicidées? 4. On est 6 filles. Vous êtes né en 1958. Votre maman n'avait même pas idée du prénom qu'elle devait vous donner. C'est une infirmière qui lui a soufflé. C'est la sage-femme. Ouais. Vous l'avez appris plus tard, forcément, parce que ce qui s'est passé en 11 jours, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Bien sûr. Mais vous avez découvert ensuite, en regardant les dossiers médicaux, Oui. Vous avez découvert qu'elle vous a violé à 11 jours. Oui.
Je me dis, heureusement que je ne peux pas m'en souvenir. En revanche, à 20 ans, lors de mon premier amour, on a très vite compris qu'il y avait quelque chose d'absolument impossible. Et j'ai été obligée de perdre ma virginité sous anesthésie générale dans une clinique parce que la réparation avait été bien faite. Je suis restée 18 mois en pouponnière à l'hôpital et j'avais un hymen artificiel. En fait, elle vous a violé avec un stylo bille, Oui. enfin un stylo à bille. Puis elle vous a pendu Au-dessus du vide. au-dessus du vide parce que vous saignez à ce moment-là, parce Voilà. que viol. Un nourrisson à 11 jours saigne beaucoup, et d'autant plus qu'elle n'y est pas allée de main morte, puisque elle m'a empêché à vie d'avoir la possibilité d'avoir un enfant. J'ai une vessie très petite, aujourd'hui je suis handicapée à ce niveau-là. Et elle me pendait au-dessus du vide, et les infirmières ont réussi, avec beaucoup de délicatesse, à ce qu'elle me le lâche pas sur le béton en bas. Ils ont réussi à me récupérer, et elles ont réussi à me récupérer. Et ma mère est partie immédiatement en HP. D'ailleurs, elle en revenait. Elle était toujours en HP. Elle était à la maternité uniquement pour me mettre au monde. Donc elle est renvoyée en hôpital psychiatrique. Vous allez être placé en famille d'accueil ensuite, Oui, pendant 5 ans. oui. Et puis un jour, cette maman revient. Elle revient, mais c'est un choc dont on ne se remet jamais. On apprend à vivre avec, heureusement. Mais celle que je croyais être ma maman me dit viens Michel, elle m'aide à monter sur le bord de la fenêtre. Elle me dit tu vois la dame qui arrive là-bas, c'est ta vraie maman, et la petite fille qu'elle a à la main, c'est ta petite sœur, puis elles viennent te chercher, tu vas vivre avec elle. Je n'ai pas été préparée du tout. Et vous en avez jamais parlé avant? Jamais, pas une seule fois. Donc là, c'est un choc qui laisse des séquelles, quoi, inévitablement. Et elle entre, et moi, évidemment, je pleure parce que je me réfugie dans les bras de ma maman. Et ma vraie mère me dit « Dis-moi bonjour, maman ». Et évidemment, je réponds « Bonjour, madame ». Et je prends ma première gifle devant ma famille d'accueil. Et ma famille d'accueil nous a poussés dehors, c'était intolérable. Et avec ma valise, et on est monté dans le car, et pendant 2 heures de voyage, je me suis pris je ne sais pas combien de gifles. Parce que je pleurais. J'avais interdiction de pleurer. Ce qui est impossible pour un enfant de 5 ans et demi. Mais cette famille d'accueil dans laquelle vous étiez, jusque-là, elle s'était bien comportée avec vous? Oui, elle s'était bien comportée. C'est marrant, hein, parce que je sentais qu'il n'y avait pas un amour fou. Mais je sentais qu'il y avait une retenue, voilà, parce que j'étais aimée. Surtout par celle que j'appelais ma tata. J'étais vraiment aimée par elle. Mais je sentais, de ma mère, j'aurais voulu, je guettais les moments où elle aurait été plus tendre. Mais attention, je n'étais pas maltraitée. Hein. Et quand par hasard, en me bordant dans mon petit lit à barreaux, je me souviens que j'avais encore un lit à barreaux, dont j'essayais de m'échapper sans arrêt, sans jamais y parvenir. Quand par hasard, elle me faisait un gros bisou et puis qu'elle me disait « dors bien », j'étais heureuse parce que je sentais que c'était pas... mais en fait, je comprends maintenant, il y avait une barrière. Elle savait que on risquait de me reprendre. Je précise quand même que mes parents étaient déchus définitivement de leurs droits maternels et paternels. Mais je suis surpris par leur réaction quand même quand cette maman arrive, quand elle vous frappe devant eux. Oui. Parce qu'il y a quand même de l'affection, on sent, même si c'est pas Bien un sûr. amour fou, mais on sent que cette famille avait de l'affection pour vous. Oui. Qui vous pousse dehors, qui vous laisse vous faire frapper et qui vous met dehors. Elles étaient en larmes toutes les deux. Le monsieur, j'ai jamais su qui c'était, le monsieur de ma famille d'accueil, il me parlait pas. Mais il était gentil, il me parlait pas. Il était au travail et il y avait donc ma maman et ma tata
Je ne sais pas si c'était 2 sœurs. Bon. Et elles étaient en larmes toutes les deux. Dès que ma mère, ma vraie mère est entrée et qu'elle m'a dit bonjour maman et que je me suis pris une gifle, eh bien, elles sont mises à pleurer toutes les deux. Elles m'ont poussée, mais parce qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Vous allez aller vivre chez votre maman. Oui. Ça va mal se passer. On l'a compris, le chemin, rien que le chemin en car, déjà, c'est l'enfer. Oui. Et ensuite, elle va vous obliger à faire la vaisselle. Oui. Ça, à la limite. Elle va vous obliger à faire le ménage. Oui. J'ai envie de dire à la limite. Bon. Oui. Mais il y a pire. Il y a pire, il y a la violence physique. C'était pas seulement le martinet et le ceinturon, c'était le rouleau à tarte. Là, j'ai 6 vertèbres de cassé quand même. C'était le rouleau à tarte. Vous donnez des coups de rouleau à tarte. Oui. Sur le corps. Oui, le manche à balai. J'ai quand même eu 13 traumatismes crâniens. Parce que quand le sang coulait de trop, elle me traînait par la main à l'hôpital central qui était tout près. Et tout le monde savait, les médecins savaient. Quand on me déshabillait, on voyait bien dans quel état j'étais. Les services sociaux savaient parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient, mais bon, n'ont pas eu le temps pour moi. Et à l'hôpital, on me connaissait par cœur, quoi, à l'hôpital central de Nancy. C'était des coups en permanence? En permanence. Tout le temps? En permanence, tous les jours. Tous les jours. Je crois qu'à un moment donné, votre maman va avoir une autre enfant, va avoir une autre fille. Oui. Et elle se comporte pareil avec elle? Pas du tout. Alors, il faut savoir que moi, quand je suis née, mon père était en prison pour meurtre. Enfin, tentative de meurtre, mais il était en réclusion criminelle. Et pour elle, j'étais la fille du meurtrier. Toute mon enfance, j'ai été une fille de meurtrier. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un meurtrier quand j'étais gamine. Alors que ma petite sœur, lorsque ma vraie mère était en hôpital psychiatrique, il y avait un généraliste qui passait la voir, comme ça se fait toujours. Hein, les psychiatres ne soignent pas forcément les rhumes. Et je vais dire avec humour que malencontreusement, il lui a fait une petite fille de plus. Donc, elle, c'était la fille d'un homme honorable, Alice, alors que moi, j'étais la fille d'un meurtrier. Donc, elle était aimée? Elle était aimée à la folie. Ma mère adorait cette gamine, qui d'ailleurs s'est suicidée parce que cette gamine, elle était obligée. Ma mère lui demandait de m'attacher les bras derrière le dos de la chaise, les jambes aux pieds, de façon à ce que je ne puisse pas me défendre. Et ma petite sœur, donc, le faisait avec joie pour aider ma mère. Et comme ça, j'ai été battue sans pouvoir me défendre. J'ai eu toutes les dents cassées. Enfin, j'ai tout eu de cassé, de toute façon, tous les membres. Et ma petite sœur est venue un jour me voir et elle était assistante sociale comme par hasard. Elle est venue me voir sur mon lieu de travail, elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec ce qu'elle avait fait, ce que je comprends. Comment peut-on grandir avec ce rôle-là d'enfant? Et elle s'est suicidée, c'est la dernière à s'être suicidée en 2017. Il est très difficile de vivre avec ça. On nous tue dès l'enfance. Moi, je n'ai survécu que grâce au chat. Mes sœurs n'ont pas eu cette chance d'avoir cet amour infini des chats avec lesquels je dormais toutes les nuits dans ma cave. Qu'est-ce que vous avez dit à votre sœur quand elle a dit que c'était compliqué de vivre avec cette culpabilité? Vous lui avez dit que vous lui pardonniez? Bien sûr, je lui ai dit, mais enfin, comment pouvais-tu faire autrement? Tu as été élevé comme ça. Quand on est enfant, notre seule référence, ce sont nos parents. Oui, bien sûr. On ne sait pas qu'ailleurs, c'est différent. Et ce pardon n'a pas suffi? Non. Ça n'a pas suffi à Elle l'apaiser? me disait, j'ai même fait 8 ans de psychanalyse et je n'ai pas réussi à me libérer de ça. Elle a pourtant 2 enfants. Elle était mariée, 2 enfants. Et elle disait, je ne peux pas vivre avec ce que j'ai été, avec ce que je fus pendant
Jusqu'à ses 14 ans, elle m'a attachée. Mais elle était bien obligée, c'est ce que je lui ai dit. Enfin, je savais que ma mère ne lui aurait rien fait si elle avait refusé. Mais elle a été élevée comme ça, depuis sa naissance. Enfin, elle avait 3 ans et demi quand je suis arrivée dans le foyer. Mais elle a été élevée comme ça. Inès Gauthier, un mot sur la culpabilité de sa sœur, quand même, qui n'arrive pas à vivre, malgré... Vous nous disiez qu'elle avait fondé une famille, elle avait des enfants. Oui. Elle n'arrivait pas à vivre avec la culpabilité de ce qu'elle avait fait à sa propre sœur. Je ne sais pas ce que ces thérapeutes, effectivement, ont dit pendant toutes ces années à votre sœur. C'est effectivement extrêmement compréhensible, le poids de cette culpabilité d'avoir été mise, en fait, dans le rôle du bourreau, d'un bourreau, bien sûr, par votre mère. Et on voit à quel point, là, la perversion est destructrice, évidemment, psychologiquement. Bon, moi, ce que je dis à mes patients et mes patientes qui sont dans cette culpabilité, qui sont par rapport à leurs parents, cette illégitimité à exister, etc., c'est que la culpabilité, c'est de l'agressivité qu'on retourne contre soi, parce que le vrai coupable refuse de se remettre en question. Et donc, on n'a pas le choix. On sent de la souffrance, on voit des gens qui souffrent, on souffre soi-même. On est obligé de trouver une origine, une cause à cette douleur. Et donc, il faut un sens, et il faut une origine, il faut un coupable. Si le vrai bourreau ne peut pas se reconnaître, on se le retourne contre soi en disant « c'est moi qui dois me causer ça », parce qu'au moins, il y a une destination. C'est ça. Il faut... Et donc, une fois que le patient comprend ça, que c'est parce que le vrai bourreau n'a pas pu se reconnaître comme tel, ils peuvent faire, eux, la translation envers le vrai fautif. Ça ne marche pas toujours, mais souvent, c'est ça qui fonctionne le mieux. Mais effectivement, des fois, il y a des degrés de perversion tels que c'est quand même très compliqué de s'en remettre, malgré le pardon. Un jour, après vous avoir presque assommé, votre maman va vous tirer par les cheveux, elle va vous amener dans la cave. Et cette cave où il y a du charbon va devenir quasiment votre chambre. Ah, c'est carrément ma chambre. Hein. Bon, à partir de l'âge de 8 ans, elle me met dehors aussi le soir, donc je vais dormir dans un wagon, dans le wagon d'un train, dans de la paille, où les gendarmes d'ailleurs viennent me chercher régulièrement, et une fois qu'ils ont compris ce que je vivais, bon, ils n'ont pas fait de signalement non plus, mais... Ils vous ramènent à la maison? Ils me ramènent à la maison le lendemain. Mais il m'avait quand même aménagé un petit lit de camp et puis un nounours avec du chocolat chaud. Mais sinon, je dormais dans la cave, effectivement, et pour moi, c'était une délivrance. Parce que c'était la paix. C'était la paix, calme. Et il y avait mes matous qui m'attendaient. Les chats. Et jamais ma mère n'a su que j'étais accompagnée pendant 11 ans. Elle n'a jamais su qu'il y avait des chats. Les chats, dès qu'ils entendaient le trousseau-de-clés avant moi, parce que je suis un peu sourde, forcément, je suis sourde à 50%. Les chats entendaient, ils se sauvaient tous par la fenêtre, et je comprenais donc, alerte, on se prépare, on se met debout et on attend. Et c'est reparti pour une journée d'enfer. Je crois que vous priez aussi parfois. Et oui, tout à fait. Vous pouvez nous dire ce que vous demandez au petit Jésus? Eh bien, j'ai 7 ans à partir du moment où on m'envoie au catéchisme. Et à 7 ans, je prie de toutes mes forces pour que le petit Jésus m'emmène avec lui. Je ne priais pas pour qu'il l'emmène parce que je savais que ma petite sœur avait besoin d'elle. Mais moi, je priais pour qu'il m'emmène avec lui cette nuit. Et l'abbé nous disait au catéchisme que si on prie très fort, on est exaucé. J'ai des idées totalement différentes aujourd'hui, vous vous en doutez. Mais à l'époque, je croyais en tout ça. Et je priais, mais de toutes mes forces, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Et bien sûr, jamais le petit Jésus ne m'a emporté puisque je suis là. Vous vouliez mourir? Pardon? Vous vouliez mourir? Ah oui, je voulais mourir. J'ai même fait plusieurs tentatives de suicide qui n'ont pas fonctionné. Une fois, j'ai avalé 60 petits aspros, je peux le dire, parce que maintenant ça n'existe plus. Oui, c'était des petits cachets roses à l'époque. J'en ai avalé 60 avec une bouteille d'eau et il ne m'est strictement rien arrivé. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne suis pas allergique à l'aspirine. À 9 ans, votre maman invente un jeu.
également. Oui. En fait, chaque fois qu'elle en aura envie ou après une bêtise, en fait, elle vous plante une épingle à nourrice dans le corps. J'en ai encore. Et il y en a qui sont encore aujourd'hui J'en ai dans encore votre une. corps. Tout à fait. Il y en a une, c'est ça? Il y en a une. Je sonne à tous les aéroports. Mais, donc elle vous pique pas simplement? Ah non, c'est dans le mollet et Elle a rentré en entier? elle l'a rentrée en entier. Et pour ça, elle m'avait attachée, bien sûr, sous une fenêtre de la chambre, parce qu'elle voyait mieux là. Et je ne pouvais rien faire d'autre, j'étais attachée. Elle l'a rentrée en entier. Elle a fait... Mais vous hurlez dans ces moments-là? Ah bah bien sûr. Mais on vous entend hurler dans la maison. Mais et, tout le et monde les voisins? savait. Les voisins savaient. Les voisins savaient tout ce qui se passait chez moi. Enfin, les voisins savaient qu'il se passait des choses anormales. Mais ils venaient me jeter des bananes à travers les barreaux de la lucarne. Quand Vous jetez des bananes? Oui, tout à fait. Enfin, des bananes, puis des pommes quelquefois. Ah oui, d'accord, de l'alimentation. Oui, c'est de ça, l'alimentation. oui, parce que ma lucarne, elle avait 5 barreaux, mais il n'y avait pas de vitres. Or, à Nancy, il fait très très froid en hiver. Mais ça permettait aux chats de rentrer. Mais les voisins savaient. Alors, ils demandaient à ma mère de temps en temps, arrêtez, maintenant ça suffit. Mais c'est tout. Ils ne sont jamais allés plus loin. Jamais. La nuit également, quand tout le monde dort, des fois votre maman vient vous voir, elle vous fait asseoir, elle vous fait répéter en boucle une phrase. Maman, je t'aime. Elle vous demande de dire ça. Oui. J'ai des cicatrices. Et quand vous le faites encore, pas, oui justement, quand vous le faites pas, elle vous coupe avec un couteau. Voilà. Elle me dit, je vais te couper la main droite parce que tu es droitière. Si tu ne me dis pas assez clairement, je t'aime, maman. Évidemment, je pleurais. J'étais une enfant. Et donc, je ne le disais pas assez clairement pour elle. Et donc là, j'ai jamais été recousue. J'ai une cicatrice au genou qui est terrible. Il fallait que jusqu'à ce que je dise « je t'aime, maman », et j'ai réussi à arrêter les pleurs, à arrêter, avoir un visage normal, un effort surhumain pour dire « je t'aime, maman ». Inès Gauthier, je me pose une question en écoutant Michel, parce qu'on est dans de la torture, hein, clairement. Enfin, il n'y a même pas de discussion, oui, je pense, sur le fait. Mais alors, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais parce que je me pose vraiment la question. Pourquoi la torturer? On comprend que cette fille, elle n'en voulait pas. Pourquoi la torturer et pas la tuer? En fait, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je veux dire, pourquoi faire durer comme ça aussi longtemps la souffrance et pas se dire, cette fille, j'en veux pas, je vais la tuer? Bah là, je trouve qu'il y a une forme de toute puissance de la part de cette mère qui vous garde comme un pantin, comme un objet. Quand elle vous plante des aiguilles, ça fait presque une poupée vaudou, oui, vous savez, où elle plante des aiguilles dedans. En plus, c'est pénétrant, donc on pourrait se dire, un psychanalyste dirait peut-être, c'est sexuel, c'est quand même beaucoup invasif, ça rentre dans votre corps, le couteau, les épingles, la nourrice. Et bon, après, il y aura des sévices sexuels, hein, de ce que je comprends. Donc, bon, je ne sais pas ce que cette femme a vécu elle-même ou dans quelle famille elle vient. Mais à mon avis, il y avait de l'inceste, oui, il y avait des choses, forcément des traumas, qu'elle remettait en scène comme ça, de cette manière, parce que c'est ce qu'on fait avec les traumas, on les répète, on les remet en scène. Et donc pour ça, soit on le fait sur soi-même, soit on utilise une marionnette. Oui, mais avec cette fille, elle l'aime pas. Répéter. Enfin, excusez-moi, hein, mais je pense qu'on est... Bien sûr. Je pense pas vous choquer en disant ça, mais... Ah non, pas du tout. Mais cette fille, elle aime pas. Elle en veut pas. C'est la fille d'un assassin, dit-elle, en tout cas. Elle en veut pas. Et mais pourquoi est-ce qu'elle la garde pour la torturer? Mais parce que, à défaut peut-être de pouvoir torturer cet homme ou de pouvoir torturer ses bourreaux à elle, c'est comme une vengeance, à mon avis, et un déplacement sur une cible facile. À mon avis, vous étiez le souffre-douleur de tout ce qu'elle n'a pas réglé et cicatrisé dans sa propre vie. Et malheureusement, vous étiez une cible tout à fait à portée de main, vulnérable, incapable de se défendre. Et c'est là qu'elle a déferlé toute sa colère, toutes ces problématiques non réglées. Et puis on voit bien que quand elle dit « je t'aime maman », quand elle vous laisse pas partir, quand elle dit « je veux la récupérer », c'est de l'emprise, c'est de la maîtrise, c'est de la toute-puissance. Vous êtes son objet, elle a quelque chose et elle le garde. Et peut-être que de cette manière, elle se sent puissante, elle se sent enfin exister. Maître Florence Rowe. Oui, et puis on a aussi cette impression que finalement, elle a besoin d'exprimer quelque chose, de récupérer quelque chose, de vous prendre quelque chose. Je ne sais pas, parce que moi non plus, je ne connais pas l'histoire de cette femme. En tout cas, elle est malade, c'est clair. Ça, c'est totalement malade. De l'hôpital psychiatrique. Bien sûr. Et donc, le fait de mettre fin à cette torture ne pourrait pas la satisfaire.
C'est sans doute pour ça qu'elle la maintient en vie. Mais quand même, et là je déborde un peu de la question, pardon Jean-Marc, mais moi il y a quelque chose qui me choque terriblement, c'est qu'on entend ce récit qui est à peine croyable, et pourtant il a existé. Oui. Et on voit qu'il y a des gendarmes qui vous ont vu dormir dans un wagon. On voit qu'il y a des voisins qui ont entendu crier, qui ont assisté, et en tout cas à des scènes, peut-être pas les scènes de torture elles-mêmes, mais qui pouvaient laisser imaginer que vous étiez une enfant en danger. Il y a des instituteurs également, parce que jusqu'au CM2, personne Le réagit. médecin de l'école qui m'a entièrement et personne examiné. ne dénonce rien. Et ça, aujourd'hui... Enfin, c'est vrai que c'était il y a quelque temps. C'est les années 60. C'était les années 60 et qu'à cette époque-là, on n'avait pas ni l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui, ni la législation qu'on a aujourd'hui, mais on dénonçait quand même. Et d'ailleurs, la DAS, à l'époque, on disait Balazeux, on disait la DAS, vous y avez été placé. Ce qui est infiniment dommage, c'est qu'il ne vous ait pas gardé. Bien sûr. Ou que quelqu'un n'ait pas signalé à cette même DAS qu'il y avait des problèmes. Parce que peut-être que la famille d'accueil dans laquelle vous étiez, c'était pas l'amour fou, vous l'avez dit. En même temps, ils étaient bienveillants, ils étaient affectueux. Et on sait de tout temps, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs, que ces familles d'accueil, on leur fait presque interdiction de s'attacher pour ne pas prendre la place des parents. Et on sent que c'était ça dans absolument. ce que vous dites. Parce que c'est très difficile d'investir un enfant, et en sachant qu'on va devoir le rendre. C'est terrible. Et je pense qu'ils ont dû probablement anticiper un tas de choses dans leur tête, mais qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'y opposer. Bien sûr. Inès Gauthier parlait des sévices sexuels. Oui. Et en fait, ça va commencer à 12 ans, quand vous avez vos premières règles. Je vais avoir mes premières règles. Et là, comment se comporte votre maman? Pardon, c'est parce que c'est difficile à dire. Reprenez votre temps, il n'y a pas de Je vais le dire. On avait la toilette hebdomadaire. On ne se lavait pas tous les jours. Et on se lavait dans la cuisine. Et quand j'étais nue, elle me forçait à me pencher vers l'avant. Elle mettait sa main sur mon sexe, et puis vers l'anus, pour savoir si rien n'était élargi, si je n'étais pas allée coucher avec quelqu'un. Je ne sais même pas ce que ce mot-là voulait dire de toute façon. Et c'était terrible parce que quelquefois elle disait bon ça va, puis quelquefois elle disait je suis pas sûre. Donc elle me retapait avec tout ce qui bougeait, le manche à balai, le rouleau à tarte, le martinet, et je n'étais même pas protégée par mes vêtements. Puis après elle a voulu détruire le sexe en m'attachant et en me frappant sur le sexe. Pardon Jean-Marc, vous pouvez pas me poser une question sur les chats? Pardon. Vous excusez pas. Déjà que vous puissiez mettre des mots sur tout ça, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà exceptionnel. Ça fait que plus tard, j'ai mis un temps fou pour arriver à aimer quelqu'un quand même. Elle a failli détruire ma vie de femme. Alors c'est à l'âge de 16 ans que votre vie bascule, vous découvrez le chant à ce moment-là et cela devient un moyen d'expression, un véritable exutoire pour vous. Et cela vous permet de rencontrer un homme qui s'appelle Jean, il se prend d'affection pour vous et il va vous sortir de l'enfer et vous protéger comme si vous étiez sa propre fille. Adolescente, c'est dans le chant que Michel trouve un moyen de s'échapper et de briller. Douée, la jeune fille est repérée par son professeur qui l'encourage à se présenter devant un public. Et un soir de novembre, Michel, qui a alors 16 ans, interprète la chanson de Claude François,
le téléphone pleure dans une salle des fêtes. Un cri du cœur qui est entendu par Jean, un homme présent dans la salle ce soir-là. Jean se prend d'affection pour elle et va très vite la considérer comme sa fille. Âgé d'une quarantaine d'années, il la raccompagne chez elle après la représentation. Et il comprend immédiatement le quotidien de la jeune fille. Quelques jours plus tard, Jean décide de frapper à la porte de Georgette. La mère est justement en train de battre sa fille. Et il l'entend. Jean ouvre la porte, détache Michel de sa chaise et prend Michel avec lui. L'adolescente ne quittera plus jamais son sauveur. Le lendemain, Jean se rend au commissariat de Vendeuvre-les-Nancy pour expliquer la situation aux policiers. Il demande à rencontrer un juge pour entamer une procédure d'adoption et devient rapidement le père de Michel au nom de la loi. Georgette perd une fois de plus ses droits maternels. Michel commence alors une vie paisible auprès de Jean et de sa compagne. Georgette tente de venir récupérer sa fille le soir de Noël, mais il refuse. À l'âge de 21 ans, Michel prend connaissance de son dossier. Elle apprend alors qu'elle a un hymen artificiel et qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est la stupeur. Malgré tout, Michel choisit d'aller de l'avant. Elle décide de reprendre ses études et passe son bac à 33 ans, avant d'entrer dans l'éducation nationale. Elle devient professeure d'histoire-géographie et laisse son lourd passé derrière elle. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Michel qui est toujours avec nous sur ce plateau. Jean, c'est quoi? Un sauveur? Jean, c'est un sauveur et c'est un père extraordinaire. Je souhaite à tous les enfants du monde d'avoir un père comme lui. C'est un homme extraordinaire qui a réussi à m'empêcher de me protéger, qui m'a appris comment me tenir à table. Je ne savais pas manger sur une table. À 16 ans. À 16 ans. Et il m'a tout apporté. Il est décédé il y a 2 ans. Et c'est probablement à ce moment-là que j'ai écrit ce livre que j'ai commencé. Mais je souhaite à tous les enfants du monde d'avoir ce genre de père formidable. On a compris que c'est devenu votre père adoptif, oui. Légalement. Votre maman, dans un premier temps, elle vous laisse le fréquenter, elle vous laisse chanter, parce qu'elle se dit qu'elle va se faire un peu d'argent avec ça. Oui. C'est ça, au fond. En fait, une seule fois, elle m'a laissé parce que la prof qui m'avait repérée était allée dire à ma mère, qui refusait que je me présente sur scène, et elle est allée lui dire que si jamais j'avais du succès, elle pourrait se faire beaucoup d'argent. Évidemment, c'était un leurre. Et là, elle a dit oui, intéressée par l'argent. Et elle m'a laissé, c'est le miracle. En plus des chats qui m'ont sauvée, parce que sans eux, je serais morte. C'est le miracle quand elle a dit oui. Et que là, il y avait Jean dans la salle. Et c'est le premier être humain qui a décidé que non, c'était intolérable et qu'il fallait faire quelque chose, que ça ne devait plus exister. Et Jean va vous apprendre la vie, il va vous emmener au spectacle, oui. Il vous apprend les voyages, il vous apprend les livres, il vous apprend à vous cultiver, il va monter un spectacle de chant avec vous. Vous allez tourner pendant 12 ans avec ce spectacle de chant, parce que ça, on l'a compris, hein, ça devient une véritable thérapie, ce spectacle de chant. En 1990, vous décidez de reprendre vos études. Oui. Vous avez quel âge en 90 ? Je ne sais plus, je crois que c'est en 92. En fait, j'ai 33 ans. 33 ans. J'ai 33 ans quand j'ai mon bac. Et vous décidez de passer le bac. Ans. Oui. Et c'est mon père qui m'a encouragée parce que j'étais complexée de ne pas l'avoir. Et surtout que j'étais tombée dans une famille assez érudite. Et il m'a dit, bah, si tu veux passer ton bac, je suis là. Donc lui-même avait une licence de lettres classiques. J'ai passé mon bac et je l'ai eu avec mention bien. J'ai loupé la mention très bien, 0,25. J'étais folle de rage. Et alors c'est incroyable parce que vous allez devenir prof d'histoire. Oui, je vais devenir prof d'histoire. En entrant dans l'éducation nationale. Oui.
Et alors, il va y avoir un événement forcément dans votre vie en 2006. C'est la mort de votre maman. Oui, tout à fait. Comment vous réagissez quand vous apprenez qu'elle est morte? J'ai peur de choquer des gens, mais Non, je vais le pense que vous ne dire. choquerez personne. J'ai sauté de joie. J'ai eu un mail de cette sœur qui s'est suicidée. Elle m'a dit « Maman est morte cette nuit ». Voilà, point. Ni bonjour, ni au revoir. Et j'ai sauté de joie, j'étais à Nice. Et j'ai dit à mon père « C'est fini, je ne risque plus de la rencontrer ». Jusqu'à cette date-là, c'était un tel monstre de haine que j'avais peur de la rencontrer, de tomber dessus. Et là, c'est fini. Je n'ai plus rien à craindre. Vous aviez quel âge? Calculons, je suis née en 58. On est en 2006. 42 ans. Et à 42 ans, vous aviez encore peur? Oui, de la bien sûr. rencontrer? Ah, mais tout le monde avait peur d'elle, de toute façon. Les voisins avaient peur d'elle, hein, tout le monde. Quand vous allez récupérer votre dossier à la DAS à l'époque, vous allez vous dire c'est pas possible que les choses se soient passées comme ça. Vous allez vouloir porter plainte. Oui, Ça aboutit? pas du tout. Et j'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est un ami avocat, mais dans les mariages, dans les divorces, qui m'a dit je vais demander à un confrère, mais on va demander l'assistance judiciaire. Et j'ai reçu une lettre de l'État me disant on ne demande pas l'assistance judiciaire pour porter plainte contre l'État. C'est évident. C'est vrai ça, maître Florenceau? C'est vrai? Alors, à l'époque, je ne sais pas quand est-ce que c'était exactement. Là, c'était en 2008. Mais 2008. on peut demander l'aide juridictionnelle, par exemple, pour attaquer l'État aujourd'hui pour dysfonctionnement des services de la justice, Et par pour exemple. attaquer la DAS, par exemple? Bah, c'est possible aujourd'hui? Bien sûr que oui. Ah bah Bien sûr là, que oui. ça a Non, mais été on vous a refusé. peut-être raconté n'importe quoi, Oui. ou je sais pas. C'est Là, très ça a été étrange. refusé. C'est très étrange. Aujourd'hui, vous avez monté des associations? Une association? Oui. Alors, quand j'en ai eu un peu assez de l'éducation nationale et de mes 40 élèves par classe, je voulais aider les élèves et je me suis rendu compte que je ne le pouvais pas. J'ai quitté l'éducation nationale et je suis la fondatrice dans le monde, en fait, de la pédagogie candide liée à la ronron-thérapie. J'ai créé l'association. Ronron-thérapie, donc liée au chat. Liée au chat. Voilà, pour ceux qui n'ont pas. Et j'ai ouvert mon école à L'Île-sur-Sorgue. Elle est fermée aujourd'hui, donc je ne fais aucune publicité. Et j'ai ouvert une école avec 15 élèves par niveau, du CP à la 3e, et 15 chats libres de sortir et d'entrer. Et les résultats ont été, mais au-delà, et largement au-delà de mes attentes. Nous n'en revenions pas des réussites de ces enfants. Les chats allaient naturellement vers les enfants les plus abîmés. Et j'ai réappris en plus à communiquer avec eux, parce que je ne faisais que ça quand j'étais petite, je parlais chat. Je communiquais avec eux, je jouais avec eux. Et depuis, avec Céline Brusa, qui est une merveilleuse amie et qui était aussi ma directrice adjointe à l'école Candide, elle a fondé une ONG. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie ma mère, vous allez mieux le comprendre. Elle a fondé une ONG, dont elle est la présidente, bien sûr, et qui a pour but d'ouvrir des écoles dans les pays les plus déshérités. Et Notamment en Afrique et au Togo. notamment en Afrique, donc au Togo et au Bénin, où ça va être, en plus, là, elles vont être construites dans la savane. Et je construis un module parce que je veux que les enfants sachent tous lire, écrire, compter. Et à Candide, c'était une école de haut niveau et je veux que ça continue. Mais avec 15 élèves par classe, c'est le plus gros problème en Afrique, mais on va y arriver. Et des chats partout. Au Togo et au Bénin, ils sont parfaitement acceptés dans les foyers. Et je veux que le vendredi après-midi, ils aillent avec un guide dans la savane et qu'ils apprennent à aimer le lion, la girafe, et que plus tard, ils n'aient pas envie de les détruire, mais de les protéger avec leur environnement. Et je veux... notre but, en fait, en une phrase, c'est d'améliorer l'humanité grâce à l'éducation et aux animaux. Dernière question, Michel. Comment ça va? Je
Je vais très bien parce que je répands au maximum le bonheur autour de moi. Je n'y arrive pas toujours, je suis loin d'être une sainte, mais j'essaie de répandre un maximum de bonheur autour de moi. Et vous n'imaginez pas comme ça rend joyeux soi-même. Ça se multiplie vraiment. Le sourire, la joie de vivre, le bonheur, ça se répand autour de nous. Et comment on peut être heureux après avoir vécu ça? Grâce à Jean et aux animaux. Si je n'avais pas eu Jean, j'aurais rejoint mes sœurs. Mais grâce à Jean, aux animaux qui ne m'ont jamais quitté et aux rencontres qu'on fait dans la vie, qui sont des rencontres. Il n'y a pas de rencontre sans raison. Vous avez raconté votre histoire dans un livre qui s'appelle « À l'école des chats », Oui. forcément. Et c'est paru aux éditions Louise Courteau. Et c'est assez incroyable parce que vous envoyez tellement de choses positives. Oui. Et quand on entend votre histoire, on se dit que c'est incroyable aujourd'hui d'être aussi positif, d'avoir l'œil qui brille, comme vous, et d'avoir ce sourire. Merci. Merci, Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct.